Alors, je suis arrêté la dernière fois sur disons, la méthode DARTS. Ok. Donc, on s'est arrêté sur la conception selon la méthode DARTS. Alors, je vais faire un petit retour en arrière pour vous rappeler un petit peu, pour rafraîchir les idées. Donc, dans la première partie de ce cours, programmation multitâche, donc j'avais mis l'accent sur, ou bien je vous ai présenté. Monsieur, on ne voit pas la présentation. Ah oui, Bonjour. quoi? Pourquoi vous ne la voyez pas? Alors, j'ai pas encore partagé. Alors. Ouais. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, j'étais en train de dire que là, dans la première partie de ce cours, je vous ai présenté la méthode SART pour disons, lorsqu'on veut développer une application pour le destiner au système temps réel. Donc, pour éviter un certain nombre d'erreurs, il faut suivre des méthodes qui sont rigoureuses pour suivre un petit peu la démarche qui vous présente la démarche à suivre pour, disons, ou bien réussir à avoir une application exempte d'erreurs. Euh, et je vous ai présenté la méthode de SART et TART qui suit le cycle de développement V. D'accord? Donc, il y a d'abord la spécification, et puis la conception, et puis on passe disons, à la réalisation ou à la programmation. Bien sûr, à chaque niveau, il y a un certain nombre de tests à faire pour valider l'application finalement. Et dans la première partie, donc, je vous ai présenté la partie spécification, disons, qui, est, qui, qui répondait à la question, c'est-à-dire c'était tout simplement la traduction de cahier de charge que vous voulez réaliser en termes de fonctions ou de processus. D'accord? Et on a abouti à la fin que l'application doit se présenter sous forme d'un diagramme de flot de données. Donc, je vous ai parlé du diagramme de contexte, c'est-à-dire celui-là. Donc, j'ai mon application, disons, qui porte un nom un peu général. Par exemple, contrôler le système de freinage ici. Je vous rappelle l'exemple dernière fois. Bien, on présente un petit peu quels sont les terminaux ou bien les bords de ce système, qui sont les capteurs et les capteurs et les actionneurs. D'accord? Donc, on présente d'abord la première étape, c'est de présenter sous la forme contexte de diagramme, ou bien diagramme de contexte. Ensuite, on passe à l'étape où on fait un petit peu l'éclatement de cette fonction-là, de processus, en diagramme préliminaire. Ça veut dire là, je dois préciser toutes les tâches que je vais utiliser dans mon application. Bien sûr, l'application, cette fois-ci, elle est menée de contrôle, n'est-ce pas? La partie ou bien d'un processus de contrôle. Donc, il y a une interaction entre le processus de contrôle et toutes les tâches, bien sûr, moyennant des communications qui peuvent être soit faites sous forme enable, disable, soit un trigger. Tout ça, j'en ai parlé la semaine dernière. J'espère que vous avez révisé. Donc, je ne peux pas tout réexpliquer. Et bien sûr, la dernière étape, c'était de passer, bien sûr, à représenter votre application sous forme de diagramme état-condition
qui va spécifier un petit peu cette fois-ci le passage disons, qui va un petit peu vous donner l'ordre d'exécution de différentes tâches et les conditions de passage d'une tâche à une autre, moyennant les conditions de transition. Donc, il va être présenté sous cette forme-là. Donc, ici, vous avez ici l'exemple de frein, par exemple. D'abord, je teste si ce que le frein est demandé. Ensuite, si c'est OK, ben, je vois si j'ai demandé l'ABS ou non, ou bien je freine normalement. Je freine et puis je retourne scruter encore, voir à nouveau ce que j'ai demandé le frein. Si maintenant le frein est demandé avec ABS, eh bien, je dois tester le glissement. Est-ce que le glissement est détecté ou non? S'il est détecté, je lâche, on lâche le frein, on ne freine pas. S'il n'y a pas de frein, de glissement, donc je freine. Parce que le principe, c'est ça. Lorsque le frein, il y a un glissement, on arrête le frein. Puis on freine avec une fréquence, disons, une fréquence, disons, soit glissement, pas de freinage, soit pas de glissement avec freinage. Voilà, donc ça, c'est traduit, disons, et de là, on passe à la programmation. On va voir un petit peu quand on va passer dans la dernière partie, à la partie programmation, qu'en fait, il faut traduire tout simplement ce diagramme d'état de transition. On va disons, le transposer sous forme de code. Voilà, c'est ce diagramme-là, finalement. Donc, vous voyez qu'il y a une cohérence entre, par exemple, le diagramme préliminaire et le diagramme, disons, d'état de transition. Donc, je retrouve tout ce qui est là, je le retrouve ici. Bien sûr, cette fois-ci, en précisant les différents passages ou bien les différentes conditions de transition. OK? Alors, mais tout ça, bien sûr, on est tenté, vous allez me dire, oui, monsieur, maintenant, je peux passer de cette étape-là, diagramme étape, je peux traduire ça en termes de programme. Je peux passer, à partir de cette étape-là, je peux passer directement au code. Eh bien non, il ne faut surtout pas le faire parce que vous aurez des problèmes. Pourquoi? Donc, c'est un petit peu le départ ou bien la transition pour commencer cette deuxième partie. Eh bien, comment passer de l'analyse SART avec lequel j'ai abouti à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le diagramme de la transition, comment passer de l'analyse de SART à l'implémentation de code avec un langage quelconque que vous avez choisi. Par exemple, l'avion avec lequel on va travailler. Donc, j'ai la méthode de spécification fonctionnelle et structurée, c'est la première partie qui est faite. Maintenant, comment je vais passer au code? D'accord? Alors, je vais peut-être changer le pointeur. Alors, voilà. Donc, voilà, comment passer de là, de cette étape-là, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui aboutit finalement à la fin au diagramme de transition. Comment je vais passer au code? Eh bien, je ne peux pas passer directement de là à là parce que je risque d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Premièrement, le découpage modulaire de l'application a été fait en se préoccupant essentiellement des fonctions à réaliser et non pas, disons, je me suis intéressé surtout à la fonction que je vais réaliser, c'est-à-dire au comment, ok? Et je ne me suis pas intéressé à la structuration en termes de la réalisation de l'exécution. Ça veut dire comment elle va s'exécuter, disons, par exemple, j'ai une tâche, comment elle doit être réveillée, par exemple, cette tâche-là. Et comment, vous voyez par exemple, l'accès aux ressources, là, je ne le vois pas. Comment je vais l'interdire à ce que, je vais faire en sorte à ce que deux tâches n'accèdent pas en même temps à la même ressource. C'est une mémoire, par exemple, la lecture de mémoire. Vous voyez, ça, cet aspect-là, on ne le voit pas.
Les relations entre les processus, ça c'est la deuxième raison fonctionnelle, des diagrammes de flux de données ne sont pas décrites. C'est ça, c'est ce que je viens de dire, zone de mémoire, passage de données. Comment je vais, par exemple, passer les données d'une fonction à une autre, d'une tâche à une autre? Comment je vais réveiller une tâche? Parce qu'il y a plusieurs manières de faire réveiller une tâche, soit avec un bloc de données, soit avec, disons, avec une boîte aux lettres, comme on le voit tout à l'heure, soit avec, disons, un HTR, c'est-à-dire avec tout simplement disons, comme on le fait dans l'API, disons, avec un temporisateur. Voilà, donc il faut, tous ces problèmes-là, eh bien, ils seront spécifiés tout simplement dans la méthode DARTS. Okay? Donc, on a plusieurs méthodes, mais moi, je vais m'intéresser à cette méthode DARTS, Design Approach for Real-Time System. C'est ça, l'abréviation DARTS. Okay? Donc, je vais vous présenter maintenant quels sont les éléments ou bien les outils que cette méthode met à notre disposition pour passer de là, c'est-à-dire de la méthode SART à la réalisation. Plutôt je veux dire, au code, à l'implémentation. Donc, la méthode SART, DART plutôt, c'est une méthode qui a été, disons, inventée en 1984. Vous voyez, c'est pas, bon, c'est relativement récent, comme quarantaine d'années. Donc, c'est elle qui va nous permettre de passer maintenant d'un modèle de spécification au code ou bien au programme codé dans un langage donné. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire disons, cette méthode DART? Donc, c'est une méthode, attention, de conception. Donc, je fais de la conception à ce stade-là. Donc, il doit nous offrir tous les moyens d'expression à l'utilisateur. Enfin, il doit donner tous les moyens d'expression à l'utilisateur pour décrire son application multitâche. N'oubliez pas que toujours, ça, il faut avoir toujours ça à l'esprit, que l'application temps réel, c'est une application multitâche. Hein? Okay? Donc, il doit pouvoir exprimer l'architecture, c'est-à-dire les différentes tâches, les relations entre les tâches et les possibilités d'accès aux ressources critiques. Ça, je l'ai déjà dit. Bien, donc les différentes caractéristiques à représenter avec la méthode SART. Premièrement, les tâches. C'est-à-dire, en ce qui concerne les tâches, comment elles seront activées. Vous allez voir que cette notion d'activation, elle est très importante. Hein. Comment il va être activé? Donc, soit par les données en entrée, donc là, on va parler d'activation par flot de données, soit par des interruptions, soit par d'autres, un module de données. Donc, on va voir toutes ces précisions-là. Ensuite, il va tout simplement vous présenter les relations entre tâches. Comment ça se fait, par exemple, les relations entre tâches? Est-ce qu'il doit se faire sous forme avec une synchronisation, disons, de type asynchrone, ou bien synchrone? On va parler à ce moment-là de rendez-vous. Je vais vous la présenter tout de suite après. Hein. Donc, il va s'occuper aussi, il va nous donner des outils de communication avec les données, okay, qui transitent entre les tâches. Comment il va se faire cet échange-là? Eh bien sûr, il va s'occuper au partage de ressources. Donc, un petit peu, c'est le même problème qui se présente tout le temps, comme vous pouvez le remarquer. Et il faut trouver des solutions. Eh bien, c'est cette méthode qui va répondre à ces besoins-là. Donc, nous pouvons. En ce qui concerne les tâches, on peut définir deux grandes catégories de tâches. Premièrement, des tâches matérielles, ce qu'on appelle aussi communément des tâches immédiates. Donc, qui sont ces tâches-là? Qu'est-ce que c'est comme tâches matérielles? Eh bien, ce sont des tâches qui sont associées à des événements matériels externes au programme. Par exemple, vous mesurez une température ou bien une grandeur physique. Donc, ça, c'est une tâche que vous allez mesurer avec une fréquence, par exemple, une valeur toutes les secondes ou là toutes les demi-secondes. Alors, ça, c'est une tâche de scrutation ou bien une tâche disons, de matériel. OK? Alors, voilà comment je vais la présenter. Donc, j'ai un capteur
Et bien sûr, il faut toujours spécifier comment on va, disons, une tâche d'acquisition, par exemple, ce sont les types de tâches matérielles. Il faut spécifier l'activation de ce type de tâche. Eh bien, ici, par exemple, j'ai disons, l'activation de la tâche. Eh bien, elle est faite par une interruption qui provient cette fois-ci d'un procédé externe. Par exemple, c'est le four, ou bien, disons, un procédé externe, c'est par exemple, donc, elle peut bien sûr être faite à l'activation de deux manières. Mais, disons, j'aurais dû commencer par une horloge, par exemple. Si je prends l'exemple de l'AppView, donc je mets une tâche avec wine, dans laquelle je mettrai à l'intérieur, par exemple, un code qui mesure la température de four. Donc, comme vous pouvez le voir, vous vous souvenez la dernière fois, on mettait une horloge dans laquelle on détermine, ou bien on met tout simplement la cadence de mesure, c'est-à-dire la période de la tâche en quelque sorte. OK? Ça veut dire la fréquence avec laquelle elle va mesurer. Donc, ce temps-là sera précisé justement par une horloge, un temporisateur ou bien un chien de garde. Eh bien, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chien de garde? Watchdog. Vous savez ce que c'est? C'est un programme qui, qui voit si le système est bloqué ou non et le redémarre. Très bien, c'est exactement ça. Donc, soit l'activation va se faire avec une horloge HTR temps réel, donc horloge temps réel, soit il va se faire avec une interruption. Par exemple, il y a un événement externe qui survient et qui nécessite la mesure, par exemple, de cette grandeur-là. Donc, ce sera à ce moment-là avec une interruption. Donc, dans ce type de tâche, on met, disons, toutes les tâches à caractère scrutation ou bien à caractère acquisition de données, ou ce qu'on appelle polling task. Bien. Alors, on trouve aussi une deuxième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les tâches logicielles ou les tâches différées. Ce sont des tâches, par exemple, une tâche d'affichage, par exemple. Là, c'est une tâche logicielle. Alors, comment on active ces tâches-là? Eh bien, tout simplement, ce sera une autre tâche qui va l'activer. Donc, une autre tâche appelante qui va activer cette tâche. Autrement dit, on peut dire ça d'une autre manière, c'est que l'activation de cette tâche va se faire avec le passage des données, tout simplement. On va voir exactement tout ça, ça correspond à quoi lors de la programmation. Alors, voilà une tâche, comment elle sera modélisée dans cette méthode DART. Donc, c'est un parallélogramme, disons, une entrée, donc elle a des données d'entrée et des données de sortie, mais il faut toujours préciser quel est le signal d'activation HTR ou bien IT ou bien passage de données ou bien autre chose. D'accord? Donc, ce signal, bien sûr, là, peut provenir de plusieurs, il y a plusieurs possibilités, donc j'en ai parlé tout à l'heure. OK? Donc, je ne vais pas les répéter. Donc, il faut préciser toujours cet aspect activation. La deuxième chose, c'est le module de traitement. Alors, qu'est-ce que c'est que le module de traitement? C'est une tâche tout simplement qui fait du calcul. OK? Donc, c'est un programme spécifique, OK, qui fait du calcul. Par exemple, le calcul transformé de Fourier ou de Laplace ou le PID si vous faites la régulation. Donc, c'est un truc de traitement de données. Alors, ces tâches-là sont disons, modélisées par un rectangle dans lequel vous écrivez tout simplement, il y a des données toujours entrées-sorties, n'est-ce pas? Dans lequel vous écrivez le titre de la fonction, qu'est-ce qu'il fait la fonction.
Donc, ce sont des trucs là qui concernent tout simplement le calcul ou bien le traitement. Le meilleur exemple, c'est le calcul de, par exemple, le PD, vous lui donner la consigne et, disons, la lecture de la sortie, de la grandeur actuellement. Lui, il calcule, ou bien on va dire tout simplement l'erreur, vous donnez l'erreur et il vous donne la commande ici. Donc, voilà un exemple. Alors, les deux problèmes dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la synchronisation et la communication, bien, comment, disons, cette méthode-là traite, ou bien qu'est-ce qu'il nous met à notre disposition pour, disons, réaliser un petit peu, ou bien surmonter les problèmes de synchronisation et de communication. Parce que ce sont, disons, ce sont les deux points essentiels auxquels il faudrait, disons, il faudrait tenir compte de ces deux choses-là. Bien. Alors, la synchronisation entre les tâches, j'en ai parlé beaucoup maintenant, je pense que vous avez compris ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, il faut organiser le lien de dépendance entre les tâches, tout simplement. C'est-à-dire que nos plusieurs tâches ne commencent leur exécution uniquement que lorsqu'une tâche s'est exécutée en partie ou en totalité, parce qu'il y a une tâche qui attend par exemple, les données de notre tâche, donc elle dépend de l'exécution de cette tâche-là. Donc, cette synchronisation ou cette communication peut être asynchrone. Alors, ça veut dire asynchrone, ça veut dire seule la tâche en attente est bloquée. Par exemple, j'ai une tâche qui attend le résultat d'une autre tâche. Donc, à ce moment-là, ça, c'est une communication asynchrone. Mais je peux avoir le cas d'une communication synchrone. Ça veut dire que les deux tâches attendent des résultats. Par exemple, c'est le cas de rendez-vous. On leur donne un rendez-vous, on va voir ce que c'est, comment le syntaxe de rendez-vous. Eh bien, supposons que je voudrais, par exemple, j'ai des tâches. Alors, le meilleur exemple, si vous voulez mesurer la puissance instantanée, par exemple, la puissance instantanée, puissance électrique instantanée, il vous faut mesurer en même temps le courant et l'intensité. Parce que pour parler de l'instantané, il faut que le courant et l'intensité soient mesurés au même instant. Sinon, vous ne pouvez pas parler de la puissance instantanée. D'accord? Parce qu'il faut faire, c'est le produit UI. Donc, il faut que ce soit le U et le I soient mesurés instantanément au même moment. Donc, vous voyez, supposons que vous avez une tâche qui va mesurer le courant et l'autre tâche qui va mesurer l'intensité. Donc, il faut ces deux tâches-là, et lorsqu'ils sont prêtes, ils attendent à ce qu'on leur donne si vous voulez, l'ordre de mesurer. Donc, ils sont en rendez-vous, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, les deux tâches sont bloquées, elles attendent un autre, disons, un ordre pour commencer la mesure en même temps. Voilà, donc ça, on parlera de rendez-vous. Ou bien vous mesurez, par exemple, dans une pièce, tout simplement, vous mesurez 3 températures dans une pièce à des endroits différents pour comparer les différentes températures dans les endroits différents d'une pièce. Donc, il faut vraiment avoir cette mesure-là au même instant. Donc, vos données demandent le rendez-vous et il y a des artefacts, disons, des choses qui nous permettent de faire ça. Alors, quelles sont les techniques qui sont mises à notre disposition pour répondre à ces problématiques? Eh bien, bien sûr, je parle pour la communication et la synchronisation. Alors, il y a ce qu'on appelle la technique d'exclusion mutuelle, il y a ce qu'on appelle les verrous, il y a les sémaphores, il y a les événements, il y a les boîtes aux lettres, il y a les rendez-vous. Alors, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, je ne sais pas si ils se sont déjà intéressés à l'exclusion mutuelle, les verrous, je pense qu'ils savent ce que c'est. Moi, je vais traiter seulement la sémaphore, boîte aux lettres et le rendez-vous. Donc, il y a une chose qui n'est pas faite ici, c'est en fait que j'ai oublié de mettre ici, c'est ce qu'on appelle les variables globales. Donc, moi, je devrais la mettre aussi, parce qu'on peut communiquer entre tâches en utilisant ce qu'on appelle les variables globales.
Mais je vais commencer par ça. Donc voilà, disons, les techniques dont on dispose. Et je vais vous présenter un petit peu la syntaxe de ces éléments-là. Bien. Alors, on distingue deux types de synchronisation entre tâches. Tout à l'heure, on l'a vu, asynchrone et synchrone. Donc, voilà comment je présente tout simplement la liaison ou bien une synchronisation asynchrone. C'est avec ce symbole-là, n'est-ce pas? C'est une synchronisation unique, ça veut dire qu'il y a tout simplement une tâche en attente qui est bloquée et elle attend le résultat d'une autre tâche. Comme on peut voir les deux, ça veut dire asynchrone, à ce moment-là, j'ai un rendez-vous. Okay? Donc, il est représenté de cette manière-là. Alors, il y a une synchronisation multiple. Là, je peux avoir, par exemple, avec un choix, avec des ou tout simplement, je peux avoir plusieurs synchronisations. Eh bien, il y aurait un choix à ce moment-là avec l'opérateur logique ou. Donc, à ce moment-là, je parle de synchronisation multiple. Donc, voilà, disons, le symbole avec lequel, dans la méthode SART, on présente, disons, la synchronisation. Alors, pour les communications, il y a plusieurs modèles correspondants qui dépendent soit de la taille, plutôt soit, il dépend de la taille de la zone de communication et de la gestion de cette communication, de cette zone de stockage de données. Alors, on a ce qu'on appelle les boîtes aux lettres, okay, dans lesquelles on peut trouver trois catégories. Attention, là, je parle de la communication maintenant des données. Comment la manière de faire passer les données d'une tâche à une autre. Eh bien, on peut les faire passer soit par ce qu'on appelle une boîte aux lettres. Je sais que ça vous paraît un petit peu flou, là. Hein, je suis désolé. Pas flou, mais vous voyez un peu, c'est un peu abstrait, ça correspond à quoi. Mais vous allez voir, quand on passe à la partie programmation, eh bien, on verra ce que c'est qu'une boîte aux lettres. Hein. Donc, dans la view, je ne sais pas si je vais le faire tout à l'heure, ça dépend si on termine. Alors, une boîte aux lettres bloquante pouvant contenir un message géré selon une boîte FIFO. OK? Alors, je dois vous donner peut-être une petite explication. Bien. Alors, je termine d'abord la présentation et je vous donne un petit peu pour éclaircir les idées sur ces boîtes aux lettres, à quoi ça correspond. Donc, il y a les boîtes aux lettres bloquantes ne pouvant contenir qu'un seul message et boîtes aux lettres bloquantes pouvant contenir un message géré selon, disons, une file FIFO. Placé à ce moment-là, on rajoute, c'est la même chose que celle-là, mais on rajoute une priorité. Je ne sais pas si j'ai démarré l'enregistrement. Je pense que j'ai démarré l'enregistrement. Oui. Alors, je vais vérifier. Alors, voilà le symbole pour une boîte FIFO. Voilà le symbole pour… ça, c'est à plusieurs, disons, une boîte FIFO. Donc, il y a plusieurs messages qui arrivent. Et là, c'est tout simplement un message. Et là, c'est FIFO aussi comme la première, mais avec priorité. C'est-à-dire chaque message arrive avec une priorité, disons, spécifique. Alors, à quoi ça correspond, disons, cette boîte de lettres? Alors, c'est parce qu'une tâche, on a vu une tâche, c'était tout simplement allez, on va faire la projection sur la vue. Si je prends le cas de la vue, une tâche est représentée par disons, une boucle while, n'est-ce pas? Donc, j'ai une boucle, pour l'imaginer, j'ai à l'intérieur, j'ai un code. Donc, voilà la tâche 1. Je peux mettre une tâche aussi 2 qui exécute un autre code. Supposons que la première tâche, disons, une tâche matérielle qui, disons, mesure la température, et la deuxième tâche, numéro 2, c'est une tâche logicielle qui affiche
à cette température, par exemple. OK? Donc, le problème qui se pose, c'est que comment je vais passer, vous voyez, donc j'ai deux tâches, comment je vais faire passer la donnée température lue par la première, je vais faire la faire passer à la deuxième. Voilà, c'est ça le problème. Donc, la boîte aux lettres, solution boîte aux lettres, schématiquement parlant, eh bien, on va faire en sorte que parce que comme vous savez, la contrainte, c'est que une boucle, lorsqu'elle est en train de s'exécuter, il ne peut pas arrêter, il ne peut pas, disons, envoyer la donnée chaque fois qu'il mesure une donnée, il faut qu'il l'envoie à l'affichage, à la tâche à affichage. Et sans s'arrêter, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, comment on doit résoudre cette situation-là? Eh bien, tout simplement avec des boîtes aux lettres. Ça veut dire que chaque lecture de température, elle est mise dans une espèce de boîte aux lettres, OK? Eh bien, FIFO, chaque fois qu'on mesure, il les place dans cette boîte aux lettres. Et qu'est-ce qu'il fait la deuxième tâche? La deuxième tâche d'affichage, il vient dans cette boîte aux lettres chercher la température en utilisant le FIFO, là, le state. Ça veut dire, c'est toujours chercher l'ancien. Okay? La première, arriver la première servie. Voilà. Donc, de cette manière, vous voyez, on a permis à ces deux tâches qui sont des boucles de communiquer les valeurs, les données, sans interruption, sans qu'ils s'arrêtent. Donc, voilà la technique de boîte aux lettres. Il y a d'autres techniques, évidemment. L'une des techniques aussi, c'est faire passer, par exemple, la donnée d'une tâche à une autre par une variable locale, une variable globale. Donc, on verra à quoi ça correspond réellement lors de la programmation. Donc, voilà disons, ce qui concerne les boîtes aux lettres. D'accord? Donc, ce sont des boîtes aux lettres avec non-écrasement. Mais il y a des types maintenant de boîtes aux lettres avec écrasement. Ça veut dire tout simplement, écrasement, ça veut dire que c'est une boîte qui fonctionne en éliminant la donnée la plus vieille dans le cas d'une file FIFO ou la donnée stockée dans le cas d'une boîte aux lettres à une place. Donc, il y a écrasement de la valeur ancienne. C'est ça la différence. Hein. C'est la même chose, simplement, il y a écrasement de la valeur ancienne. Voilà, donc il y a deux types de boîtes, à écrasement et non écrasement. Alors, maintenant, l'activation des tâches. Donc, voilà une tâche. Elle est activée soit avec un HTR, soit avec une interruption. Bien sûr, une tâche, toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut des entrées. Donc, elle reçoit des entrées. Vous voyez, donc, pour une tâche, finalement, vous avez deux problèmes à résoudre. D'abord, comment ils vont, tout simplement, il va recevoir les données de notre tâche. Donc, il faut résoudre ça. C'est un problème de communication de données. Et comment elle sera activée. Donc, il faut résoudre ces deux choses-là. Hein. Donc, ici, vous voyez cette tâche-là, c'est une tâche matérielle périodique qui est cadencée par un temporisateur HTR, okay? Et celui-là, c'est une tâche périodique. Bon, je dis pas matériel, mais ça peut être matériel ou logiciel. C'est une tâche périodique, donc, exemple, lecture des températures. Donc, c'est l'exemple de la température que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, tout simplement, c'est une tâche qui sera, disons, réveillée par soit chien de garde, soit une interruption. D'accord? Donc, vous avez les deux manières de faire réveiller. Donc, c'est un petit peu les trois techniques de réveil d'une tâche. Okay? Mais on va voir que mais il y a une troisième possibilité, c'est laquelle? Ici, regardez, j'ai un HTR, j'ai interruption, j'ai chien de garde. Mais quelle est l'autre possibilité? Pauline. Pauline, c'est la scrutation, c'est celui-là, c'est le HTR. Ça, c'est une répétition, il y a une tâche qui répète la lecture d'une température, donc ça, c'est Pauline.
c'est la scrutation. Non, mais là, en plus de ces trois techniques, IT, CG ou HTR, je vous ai déjà présenté, mais vous l'avez oublié. Est-ce que le passage de la donnée peut activer aussi, n'est-ce pas? La donnée, rien que la donnée, elle peut activer la tâche. La boîte aux lettres tout à l'heure que je vous ai présenté, elle peut aussi activer. À ce moment-là, je vais parler d'une activation par le flot de données, tout simplement. Par flot de données. Rien que la présence, si je ne nécessite pas un contrôle, disons par exemple, je n'ai pas de HTR, je n'ai pas, eh bien, elle peut être aussi par une boîte aux lettres, la communication de données peut aussi activer une tâche. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bien. Bien, les tâches logicielles sont déclenchées par d'autres tâches, que ce soit matérielles ou logicielles, avec les mécanismes de synchronisation et de communication de type bloquant. Ça, je l'ai déjà dit, je pense, quoi, en répétition. Voilà, en fait, c'est la schématisation de ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement. Hein. Mais ça concerne les tâches logicielles cette fois-ci. Vous voyez à quelle température j'ai une cadence de 250 millisecondes de données. Et les deux tâches-là, vous voyez, en fait, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Hein. Par exemple, deux tâches peuvent communiquer par une boîte aux lettres. Okay? C'est-à-dire là, les tâches, les tâches sont réveillées et c'est par un HTR, et c'est soit par une interruption ou la chaîne garde. Mais la troisième possibilité, c'est la boîte aux lettres. Donc cette tâche-là, elle est réveillée. Et si vous voulez, et cette tâche-là attend la valeur de la température pour être activée. Eh bien, une fois que la donnée soit disponible à son entrée, eh bien, la tâche, elle est activée. Bien sûr, j'ai ici différentes boîtes aux lettres qu'on avait tout à l'heure. Donc, le FIFO, avec écrasement au nom et avec priorité. Donc, vous avez le choix entre ces quatre. Écrasement au nom, écrasement, FIFO ou avec priorité. Et celle-là, c'est à une place. Voilà. Donc, vous avez trois manières, retenez ça bien, vous avez trois manières d'activer une tâche. OK? Que ce soit logiciel ou matériel. HTR, ou bien IT, ou la chaîne de garde, ou bien une boîte aux lettres, ça veut dire tout simplement avec les données. Alors, j'arrive maintenant au modèle de données. Qu'est-ce que c'est que le modèle de données? Tout simplement, c'est une mémoire qui va vous permettre une protection d'accès, okay, à la gestion des données en utilisant ce qu'on appelle une exclusion mutuelle par deux ou plusieurs tâches. Eh bien, vous avez votre température, bien votre donnée qui est stockée tout simplement dans une mémoire, mais dans cette mémoire-là, il y a des tâches qui vont avoir accès pour aller lire cette température. Exemple, toujours dans le cadre de la régulation, par exemple, j'ai une tâche d'affichage et une tâche de traitement, le PID. Donc, le PID, il a besoin de lire la température que vous avez mesurée, et la tâche d'affichage, on a besoin aussi pour l'afficher. Donc voilà, ces deux tâches, il va avoir accès. Il y a une qui va lire plutôt. Non, excuse-moi, ça c'est j'ai mélangé un petit peu les. Donc là, là, je suis en train de dire. Ce que je vous ai présenté, c'est en fait avec la sémaphore. Mais là, c'est modèle de données, en fait, il y a une tâche qui va lire la température, qui va la stocker ici dans ce modèle de données. Et il y a une autre tâche qui va venir chercher cette donnée, et donc il va l'écrire. Il y a une qui va écrire et l'autre qui va lire. D'accord? Celle-là, c'est la tâche
de lecture, de température, il va venir et l'écrire dans le module, et celle-là, il va venir la chercher pour s'en servir, que ce soit une tâche, par exemple, d'affichage ou là, une tâche de traitement. Là. OK? Donc, c'est un rectangle, tout simplement. Voilà, il a cette syntaxe-là, avec ce modèle-là qu'on le représente. Bien. Faisons, avant de continuer, faisons un petit peu le résumé sur syntaxe. Qu'est-ce que je vous ai présenté? Pour savoir si vous me suivez ou non, est-ce que vous retenez des choses ou pas? Alors, qu'est-ce que cette méthode me présente? Si quelqu'un peut-il me rappeler un petit peu ce que je viens de dire? Bien, donc on a modélisé d'abord. Je fais le résumé de ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien réveillé et qui l'a suivi avec nous? Monsieur, Oui. on a modélisé les tâches, Oui. leur entrée et comment elles s'activent. Et Très bien. les différentes modèles de chaque tâche. Si elle est, par exemple, si elle est activée par une boîte de lettres, ou bien par un flux de données, ou bien par une interruption, par une horloge à temps réel. Bien. Ah, c'est bien, c'est tout ce qu'on a présenté. Et j'ai fini par vous présenter le modèle de données. OK? Ah oui, Le monsieur. modèle de données, c'est le modèle dans lequel on écrit tout simplement les données, qui a des tâches, et une qui vient écrire et l'autre qui vient, disons, le chercher, la lecture, le lire. Moi, c'est bien ça. Bien, je suis content qu'il y ait au moins quelqu'un qui suit bien. J'espère que c'est le cas de tout le monde. Bien, maintenant, je vais vous présenter ce que je viens de vous présenter, c'est un petit peu la syntaxe. Hein? Mais là, je vais présenter la mise en œuvre de la méthode DART. Bien, comment on fait pour mettre, disons, cette méthode en œuvre? Premièrement, la première phase, donc on commence par créer des tâches. Donc, cela correspond à la traduction de processus fonctionnels ou de contrôle en tâches. Et, autrement dit, il faut spécifier l'ensemble des tâches. Donc, ça, c'est déjà fait dans la partie, disons, spécification. Okay? Donc, spécification, bien sûr qu'il va falloir traduire maintenant en tâches. Ensuite, il faut spécifier les différents typages de l'activation des tâches. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, voilà, j'ai 5, 6 tâches. Eh bien, comment ces tâches-là vont communiquer? Comment elles seront synchronisées? Comment elles vont être réveillées? Eh bien, il faut le spécifier bien avant de se lancer dans la programmation. Donc, une fois cette chose-là est faite, en fait, déterminer le typage. Oui, d'abord déterminer le typage de l'activation. OK? Ensuite, il faut mettre en place des synchronisations et le transfert de données, comment il va se faire, comme on vient d'en parler. Hein? Est-ce que par boîte aux lettres, est-ce que par ADA et la RLA? Alors, bien sûr, tout ça ne se fait pas d'une manière un peu ashwaïa, mais il y a des règles à respecter, n'est-ce pas? En ce qui concerne la première phase, création de tâches, eh bien, il y a un certain nombre de règles à respecter. Voilà. Eh bien, je ne sais pas comment je vais vous présenter tout ça. Alors, il y a, si vous voulez, 3 règles, mais sont un petit peu détaillées, mais il y a 3 règles, disons. Alors, je vais lire tout doucement. Une tâche de modèle DART est créée pour chaque processus fonctionnel du diagramme SART. Donc, chaque, disons, processus
fonctionnel. Autrement dit, ça veut dire chaque cercle, n'est-ce pas, dans le diagramme préliminaire doit lui correspondre une tâche, n'est-ce pas? Il y a un parallélogramme, etc., comme on l'avait tout à l'heure. Deuxième chose, une tâche supplémentaire de modèle d'art est associée au processus de contrôle, donc il faut faire aussi apparaître une tâche de contrôle. OK? Eh bien, le contrôle, lui, il doit suivre un petit peu le diagramme de transition, état-transition associé à ce processus de contrôle. OK? C'est-à-dire, je répète, vous avez d'abord spécifié les tâches, mais il faut aussi spécifier la tâche disons, de contrôle. OK? Et cette tâche-là, le contrôle, qui va gérer, qui va faire quoi, comment, disons, la précédence et l'exécution, ça sera fait par, tout simplement, le diagramme d'état de transition. Autrement dit, j'anticipe un tout petit peu, le cœur, disons, de l'application de point de vue contrôle, eh bien, ce sera le diagramme état de transition. Et c'est celui-là qu'on va traduire, vous allez voir, lorsqu'on va passer en code, eh bien, ça sera tout simplement traduit en termes de state machine, machine à état. On va voir comment. Bien, en ce qui concerne maintenant le typage des tâches, ça veut dire les différents types, disons, d'activation. On peut annoncer les règles suivantes. Une tâche en entrée, acquisition de données, est obligatoirement de type matériel, déclenchée soit par l'horloge, temps réel, c'est une tâche de scrutation, une mesure de température par exemple, soit par une interruption provenant d'un procédé. Tâche d'alarme, par exemple, ou là, un dépassement d'une grandeur, etc. Ça peut être n'importe quoi. Alors, les autres tâches sont, je pense que j'en ai déjà parlé, vous l'avez lu. Hein. Donc, les autres tâches sont déclarées soit logicielles, les autres tâches sont déclarées soit par logiciel, plutôt. Alors, machine par sont déclarées soit logiciel, machine par logiciel. Soit logiciel, activation par synchronisation ou communication avec des tâches matérielles, soit matérielles. Donc, voilà. Donc, est déclaré soit, puisque j'ai été, soit logiciel, soit matériel, qui sera déclenché par un événement interne, autrement dit, le HTR, par exemple, la chien de garde. Règle numéro, on est toujours dans la deuxième règle, hein. Ce sont des dérivés, si vous voulez, de la première. Donc, les événements importants du diagramme flot de données de SART peuvent être traduits par des synchronisations qui sont utilisées pour activer les tâches logicielles. Donc, c'est exactement ce que vous j'ai dit en dernier lieu. C'est-à-dire que je peux déclencher tout simplement une autre tâche en utilisant le flot de données, c'est-à-dire les boîtes aux lettres. Enfin, les communications entre les tâches de TART sont établies en se basant sur les deux règles suivantes. Les communications directes entre processus fonctionnels, flot de données d'un processus fonctionnel à un autre, sont traduites préférentiellement par des boîtes aux lettres. Donc, lorsqu'il s'agit de faire, ça concerne les données maintenant, donc lorsqu'il s'agit de faire passer les données d'une tâche à une autre, de préférence, il faut utiliser des boîtes aux lettres. Les communications par une zone clé de stockage, autrement dit le module de données, entre les processus fonctionnels sont traduits préférentiellement par les modules de données. En particulier, cette zone de stockage se trouve partagée par plus de 2 tâches. Bon, en fait, j'en ai plus ou moins des règles, je le déjà dites en discutant comme ça, en vous présentant le cours, mais sans essayer bien structuré, il faudrait respecter ces tâches. Voilà, donc il faut les relire une ou deux fois et ça ira mieux. Je me suis permis de le lire parce que moi, je ne les apprends pas par cœur, ces règles. Hein. Alors, exemple. Voilà une tâche
disons, fonctionnels, processus fonctionnels, qu'on a traduit maintenant en tâches modélisées selon la méthode DART. Okay? Donc, par exemple, le contrôle de moteur, il reçoit sa vitesse comme donnée, sa température. Donc, et puis, on commande, là, vous voyez, j'ai une boîte aux lettres qui va communiquer avec une autre tâche par une boîte aux lettres ici, et elle est contrôlée ou bien réveillée, plutôt, disons, activée par une horloge temps réel. OK? Alors, je ne vais pas rentrer dans Donc, ça, en fait, c'est ce que j'ai dit là. Donc, c'est des explications, tout simplement. Donc, il va être activé d'une manière périodique toutes les 2 millisecondes. La transition de données, commande moteur, est traduite par une boîte aux lettres à n places, disons, conformément à la préconisation de la règle 3.1. Qu'est-ce que dit la règle 3.1? La communication directe, oui. Donc, puisque la communication directe entre tâches doit se faire avec une boîte aux lettres. Voilà. On retrouve un petit peu les règles qu'on a annoncées. Donc, je vous ai donné des exemples en même temps qui vont vous permettre un petit peu de bien comprendre. C'est des exemples, hein, tout simplement. Et ça, vous le verrez que lorsqu'on fera, disons, une application propre et dans laquelle on va utiliser toutes ces données-là. Hein. Bien. Maintenant, traduction d'un processus fonctionnel, de test par exemple, en une tâche apériodique. Donc là, tout simplement, ce qui va changer, tout simplement, c'est la manière d'activer disons, cette tâche-là. Eh bien, le test, ça va se faire tout simplement s'il y a un dépassement d'une valeur, par exemple. Hein. Si ça dépasse, par exemple, eh bien, il faut afficher une alarme, par exemple. Voilà un petit peu la traduction de cette tâche-là. Donc, la donnée sera communiquée, elle sera communiquée pour la tâche suivante avec une boîte aux lettres, dans ce cas. Voilà. Donc, c'est un petit peu de ce qui est écrit là, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, on fait appel chaque fois à, disons, on fait appel chaque fois à la règle que j'ai énoncée tout à l'heure, mais ça, vous pouvez le vérifier tout doucement vous-même. Voilà. Traduction maintenant d'un flot de données direct entre 2 processus fonctionnels par une boîte aux lettres. Donc, boîte aux lettres. C'est l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure en dernier. Ça veut dire les 2 tâches vont communiquer avec un flot, plutôt un flot de données, que ce soit, disons, une boîte aux lettres de type, des types comme on a vu, les 5 types là. Et à place unique, à n places, avec priorité et à écrasement ou non. Voilà. Donc ça, c'est il faut revenir à la règle qui sont énoncées. Voilà. Maintenant, communication, traduction d'une unité de stockage entre 2 processus fonctionnels par un module de données. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La donnée entre les 2 tâches, la donnée entre ces 2 tâches-là n'est pas passée directement par un flot de données. Donc, vous voyez, on fait passer la donnée de la première tâche à la deuxième tâche en passant via un module de données, un stockage, une mémoire par exemple, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, cette tâche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient écrire la donnée et celle-là, elle vient la chercher, elle vient la lire. Bien sûr, les 2 tâches ont des activations, des périodes, disons, qui sont, ça peut être soit la même, soit différente. N'est-ce pas? Voilà, disons, une communication par le module de données cette fois-ci. D'accord? Donc, soit on utilise
boîte aux lettres. Mais il y a disons, il y a des règles pour utiliser soit l'une ou l'autre, hein. Donc, il y a généralement, le passage de données se fait via soit les modules de données, soit les boîtes aux lettres. Bien, alors, voilà. Alors, je reprends l'exemple de freinage automobile. Là, j'ai le diagramme, disons, diagramme de spécification, n'est-ce pas? Et puis que je vais traduire maintenant en termes de d'application, disons, ou bien SART. Ça, c'est le SART et ça, c'est le DART qui lui correspond. Bon, on peut faire un petit peu, je vais prendre un peu de temps ici pour expliquer ça. Alors, voilà le passage de diagramme préliminaire d'une application au, au modèle de DART. Alors, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Alors, par exemple, je prends ces deux tâches-là, cette tâche-là et cette tâche-là. Okay? Il s'agit de faire passer le niveau de freinage. Donc, c'est une valeur qui est, disons, qui varie. La dernière fois, on a vu que ça, qui peut être représenté de 0 à 255. Donc, c'est une valeur analogique. Donc, il faut faire passer cette valeur de là à là. Bien, qu'est-ce qu'on utilise ici? Tout simplement, on utilise simplement une boîte aux lettres à écrasement. Donc, alors, la justification ici, les tâches d'acquisition, acquérir demande de freinage, d'accord, acquérir demande de freinage, voilà, les tâches acquérir demande de freinage, détecter glissement, c'est-à-dire cette tâche-là, n'est-ce pas, et lire le bouton ABS, c'est-à-dire cette tâche-là, sont toutes naturellement des tâches matérielles de type scrutation, qui sont déclenchées par horloge temps réel, tout simplement. Donc, ces trois tâches-là sont des tâches matérielles, donc ils seront tout simplement déclenchés par un acheteur. C'est ce que vous voyez ici. Alors maintenant, qui va décider de la période de scrutation, la période d'activation? Eh bien, c'est le cahier de charge qui le spécifie. Hein, ça dépend, c'est à vous de. Par exemple, vous voyez ici, on a toutes les millisecondes, toutes les secondes, celle-là toutes les 100 millisecondes et celle-là toutes les 150 millisecondes. Ça dépend ça dépend de la tâche. Alors, dites-moi, pourquoi celle-là, elle est activée toutes les 100 millisecondes alors que celle-là est activée, lire le bouton les, les, toutes les secondes? Est-ce que vous avez une explication? Par exemple, pourquoi? Ça, c'est un choix qu'on a fait ici, mais est-ce qu'il est justifié? Bon, mais ça, c'est le cahier de charge qui le spécifie. Mais je pense que ici, le 100 millisecondes, parce que vous surveillez le pédale, il faut tout le temps, parce que le conducteur peut à chaque moment demander le freinage, n'est-ce pas? Bon, quelqu'un qui conduit une voiture, il y a des obstacles, on ne sait pas quand est-ce qu'il peut survenir, n'est-ce pas? Dans l'espace de millisecondes, n'est-ce pas? À chaque moment, on peut avoir un obstacle et on peut solliciter le frein. Donc, c'est pour ça qu'il a une HTR élevée, hein, très petite, une fréquence très, très grande. Voilà. Alors que l'activation, disons, le bouton, l'activation de ABS, il se fait toutes les secondes. Pourquoi?
Ben, je vous laisse chercher la réponse. Bien. Donc, comme vous voyez ici, maintenant, alors je vais continuer peut-être les explications, c'est mieux ici. Hein. Voilà. Bien. Donc, je continue ici. Vous avez ici une tâche de contrôle de l'application. Vous voyez, cette tâche-là, c'est la tâche de contrôle de l'application. Donc, qu'est-ce qu'elle reçoit comme disons, données? Donc, elle reçoit d'abord, disons, alors, comment je vais expliquer ça? On va commencer peut-être à lire depuis le début. Donc, ici, vous avez la demande de l'acquisition de freinage. Disons, le résultat, disons, de cette donnée-là, qui est lu par sa tâche, elle est communiquée par une boîte aux lettres à la tâche qui va commander le frein. Donc disons, c'est une tension comprise entre 0,5 et volts. Donc, on va commander plus ou moins freinage et un effort au fait. OK? Alors, ça, c'est une boîte aux lettres. Alors, la donnée ici. Ici, qu'est-ce que c'est comme donnée là? Alors, c'est une question que je vous pose ici. Ça, c'est une boîte aux lettres. Mais quel est le type de données qui va véhiculer? Booléen. Comment? Booléen. Pourquoi? Parce que C'est c'est juste, mais pourquoi? soit il est freiné, soit il n'est. C'est pas Hein? analogique. Comment? Ce n'est pas analogique. Oui, alors, dis-moi ça d'une autre manière, parce que je voudrais voir si est-ce que vous retenez ce que je vous dis ou pas. Ça, c'est une tâche de contrôle, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, il y a une règle qui dit qu'une tâche de contrôle ne reçoit jamais de données. Disons, les seules données qu'il peut recevoir, ce sont soit enable, disable, soit trigger. C'est ça les trois, disons, signaux de contrôle. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il ne peut pas, la tâche de contrôle, dire les données. Les données, ce n'est pas son problème. Il ne fait pas passer les données. Les données, c'est entre les tâches. OK? Mais entre les tâches et la tâche de contrôle, il y a uniquement le signal activé, désactivé et le trigger. Alors, alors, je vais continuer quand même l'explication. Alors, vous voyez que maintenant, si je prends par exemple le détecter le glissement des roues. Donc, comment on va faire là? Ça, c'est une donnée booléenne, n'est-ce pas? OK? Donc, comment on va la faire passer ici au contrôle de l'application? Donc, il y a des choix, mais dans cette application-là, celui qui a fait ça, normalement, il a choisi de la faire passer par un module de données. Ça, c'est un choix. Hein? OK? Par exemple, ici, état demande ABS, là aussi, il est passé par aussi un module de données. Ici, par exemple, alors, venons ici. Qu'est-ce qui active ici la tâche afficher état bouton ABS? Je parle de l'activation.
si on a activé le bouton ABS. Oui. Qui l'a activé? Had la tâche, qui va l'activer? Affichage de bouton ABS. La boîte aux lettres ABS activée. Ah, voilà, c'est la boîte aux lettres, ce n'est pas le module de données. Le module de données, lui, il n'active pas les tâches. OK? Il fait passer les données, tout simplement. Jamais il n'active les tâches. OK? Vous voyez, cette tâche-là, contrôle, reçoit deux modules de données, mais elle est activée par l'une ou l'autre. Ça dépend. OK? C'est activé, parce qu'il reçoit des messages de réponse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enable ou disable ou le play. Ça dépend de processus, comme rien. Autrement dit, c'est ça. Ils sont là. Hein. Voilà les signaux de communication entre le contrôle, OK, et les process, les différents process. C'est ce qui est en pointillé. Donc, vous voyez, vous avez des signaux ED ou la trigger, seulement. D'accord? Donc, ici, la tâche, cette tâche-là, elle est activée par une boîte aux lettres. OK? Alors, vous allez comprendre un petit peu. En fait, ce n'est pas les seules possibilités. Hein, donc c'est ça un petit peu. Là, la suite, c'est des explications hein, de ce que je viens de dire. C'est des explications. Vraiment, je vous explique tout là. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est là qui synchronise en fait. Hein. Alors là, je vous explique un petit peu chaque étape, n'est-ce pas? Ça vous le ferez à la maison. Faites une lecture et vous allez mieux comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous me le demandez dans la séance prochaine. Alors, ici, on va voir un petit peu alors, ici, je vais prendre un cas où on peut vraiment voir les possibilités avec lesquelles je peux communiquer avec les tâches, là, les différentes possibilités. C'est la même tâche. Hein. J'ai trois manières de communiquer, de les faire communiquer. Le premier cas, la tâche, elle est réveillée, disons, ou bien activée par une boîte aux lettres et la donnée. Okay. Alors, quelle tâche, pardon, j'ai choisi? La communication entre lire le bouton ABS et afficher état de bouton ABS. Donc, une tâche qui va lire le bouton, c'est une tâche matérielle, et cette tâche-là qui va afficher est-ce que le bouton ABS est déjà sollicité ou non. Donc, la lecture, tout à l'heure, on a vu qu'elle est activée toutes les millisecondes. Donc, c'est une boucle. Si vous voulez faire ça sur la view, par exemple, ce sera une boucle d'une seconde, plutôt, c'est ça, une seconde. Toutes les 2 secondes, il va lire le bouton. Est-ce qu'il est appuyé ou non? Est-ce qu'il est demandé ou non? OK? Donc, l'état, disons, l'état demandé, oui ou non, il est demandé, c'est un booléen, donc il va être passé à l'affichage selon le module de données, c'est-à-dire en utilisant un module de données, n'est-ce pas? Mais l'activation, eh bien, il va se faire avec un signal cette fois-ci, ABS activé. D'accord? Ça, c'est l'activation de la tâche, la deuxième tâche, par, disons, une boîte aux lettres booléenne, avec les données passées par un module de données. Dans la deuxième tâche, alors, quelle est la différence? Qui peut m'expliquer un petit peu ça? Les tâches, c'est les mêmes, hein? Même tâche, même. Il n'y a que la manière de communiquer qui change. Alors, quelle est la différence ici avec celle-là? Voulez-vous bien m'expliquer, s'il vous plaît?
Expliquez-moi pourquoi. Alors, c'est facile. Ça veut dire ma femme, c'est passionné. Bon, vous êtes à la fin là. Vos souffrances vont être terminées là. Alors, parce qu'il s'agit de faire deux choses, la synchronisation et les données. OK? Voilà la synchro ici, voilà la donnée. Là, où est-ce qu'il est la donnée, où est-ce qu'il est la synchro? Dans la boîte aux lettres. Elle a Les deux deux, positions. elle fait les deux. OK? C'est la boîte aux lettres, elle fait en même temps, je vous ai dit qu'on peut toujours, la boîte aux lettres, elle peut faire passer les données et elle peut activer par flot de données. On a utilisé ici le flot de données. Donc, l'activation de la tâche, elle est réveillée par la présence de la donnée à son entrée. C'est ça le flot de données. Retenez-le bien. Donc, ce module-là, on n'a pas besoin. Maintenant, on peut le enlever. Dans le troisième cas, eh bien, la donnée, elle est faite passer par un module de données, mais l'activation, elle est faite par un horloge temps réel, tout simplement. Ici, dans ces deux-là, je n'ai pas d'horloge temps réel, n'est-ce pas? Ça, c'est l'activation, elle est faite par boîte de lettres, ça veut dire flot de données, présence de données à l'entrée, hop, la tâche se réveille, ou bien elle est activée. Alors que là, il faut un signal de type, disons, interruption, hein, pour la déclencher, mais la donnée, elle est passée par le module de données. Ici, puisque le module de données ne peut pas activer, donc on a besoin d'une temporisation pour activer la tâche. Est-ce que c'est un peu, parce que on est arrivé à la fin, hein? Donc, je te suis, hein? Il y a beaucoup de choses, non? Bien. Est-ce que vous avez des questions sur. Mais vous verrez que après, c'est normal là, vous faites. C'est la première fois que vous voyez ça, c'est normal qu'il y a une petite difficulté à comprendre. Je comprends très bien. Donc, mais si vous lisez un peu, c'est rien du tout. Juste donner le temps au temps. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires? Même les questions là, ils ne vont pas vous venir à l'esprit puisque les questions peuvent venir après. Hein. Une fois qu'on a lu un petit peu le cours, etc., on va se poser des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas même en m'écrivant un email, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que ça présente quelques difficultés? Est-ce que كاين واحد الصعوبة ولا لا؟ Un peu, monsieur, oui. Hein? صعوبة فاش؟ Je pense que c'était يعني ما عندي مع فرنسا نقدروا